Alors bonjour Nicolas. Bonjour Marie. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement, donc me parler un petit peu de toi, mais surtout aussi de ton parcours professionnel? Moi, que dire, donc Nicolas, 42 ans. Je suis aujourd'hui POPM et j'ai commencé pas typique, pratiquement chef d'entreprise pour commencer, en ayant monté un service de suite Colissimo. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, avant de passer de l'autre côté, et là je suis devenu e-commerçant, j'ai vendu notamment des parapluies. Ok. Site que j'ai revendu, qui existe encore, il a 15 ans maintenant. Il est en Bretagne, il est parti en Bretagne. Et au bout de 6 ans, j'ai tout perdu en 6 mois. Au lieu de recommencer. Et puis là, je suis parti vraiment dans plus qui était chefferie de projet, organisation, avec du pôle web, avec du delivery, avec de l'applicatif. Et puis là, ça fait 4 ans maintenant que je suis de Leroy Merlin ADO, en POPM aussi. Ok, donc en tant que freelance. En tant que freelance, chez Nisu, donc depuis les 4 ans, depuis que j'y suis passé. Et du coup, freelance chez ADO. et du coup, via In-Situ. Oui. Et comment tu as connu In-Situ? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que c'était via du bouche à oreille? Comment ça s'est passé? Alors, j'en ai entendu parler. Sur la métropole lilloise, il y a toujours 2 noms qui ressortent, dont In-Situ. On ne citera pas le concurrent. Ouais. Ou alors, faut en citer 3. Et puis, du coup, j'avais contacté un petit peu les deux, puisque j'arrivais un petit peu enfin dans ce que je faisais. Mhm. J'étais en ESN et puis j'étais sur une application, j'étais PO pour une application de digitalisation pour l'attribution des logements sociaux. Ok. Et je cherchais un petit peu à faire autre chose, à avancer. Il ne me trouvait pas forcément de mission derrière. Alors je lui ai dit, je vais ouvrir les vannes et puis on va voir ce qui vient. Et donc notamment contacté In-Situ, qui m'a trouvé la mission chez Leroy Merlin, je sais pas en 1 mois, je crois. Ok, rapide. Ouais, rapide, puisque je voyais la fin. En fait, on finissait en décembre pour le projet. Et je suis rentré en décembre chez Leroy Merlin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que freelance? Est-ce que tu as toujours eu cette idée-là qui te trottait dans la tête ou ça t'est venu comme ça Pas vraiment. Mhm. Parce que j'ai déjà eu d'autres entreprises avant, mais en même temps, comme beaucoup quand on était en ESN, je suis en ESN, je parle avec d'autres, on va pas se mentir. Les revenus, faire le même job mais avoir gagné 50% de plus, ça joue aussi. Donc c'est plus de l'opportunité plus qu'autre chose. Par contre, à partir du moment où j'y suis allé, je savais vraiment ce que je voulais faire, où je voulais aller, comment je voulais le faire. Puisque j'ai fait la transition en passant par le portage salarial pendant 1 an et demi, il me semble, avant de passer en société. Et justement, pour toi, quels sont les inconvénients, puisque je suppose qu'il y en a aussi, d'être freelance ou du moins indépendant, et quels sont les avantages aussi? Les avantages, le revenu bien évidemment. Ouais. Par rapport à beaucoup de SN aussi, il y a le choix de la mission. Quand on est junior, c'est peut-être un peu plus difficile, déjà il faut rentrer sur le marché. Mhm. Mais quand on gagne un petit peu en expérience, on a un petit peu plus de choix quand même. Et on peut refuser, là où en ESN, certaines font exception quand même, mais ont tendance à placer pour placer. Parce que tant qu'on est en intercontrat, on est un poids mort, on coûte. Donc ils nous envoient sur des missions, et même quand on est en souffrance, on y reste. Alors que là, si on n'est pas bien, on voit commercialement, on voit le commercial, en 1 mois on peut changer, ou il nous trouve une autre mission, à ce temps qu'il nous trouve, on peut inverser presque avec quelqu'un. C'est complètement une autre gestion. C'est vraiment ça, je trouve, le principal intérêt, le choix. Et justement, du coup, avec les années d'expérience que tu as, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait passer le pas et passer de salarié à freelance ou indépendant? Si toi, par exemple, on avait pu te donner un conseil des années avant. Préparer en avance. Je dirais préparer en avance et éviter de démissionner. Ok. Vraiment rupture conventionnelle, et puis il faut vraiment en avoir envie, puisque ça ne change pas la vie par rapport à une ESN, pas beaucoup. C'est un peu la même chose qu'on est, où on est chez le client à exécuter quelque chose. En ESN, on fait partie d'une ESN, mais c'est pour un client qu'on travaille. Là, c'est la même, c'est pour un client qu'on travaille. Dans le sens où on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on a derrière. C'est dans le sens que si on démissionne, on a le droit à rien. Ouais. Et on ne sait pas en combien de temps on va nous trouver une mission. Alors que la plupart du temps, ceux qui passent freelance, c'était cadre avant, c'est 3 mois de délai, 3 mois de préavis. Personne ne prend à horizon de 3 mois. Déjà, 1 mois, c'est long. 1 mois, c'est le temps quand on est freelance. On nous dit, voilà, fin de mission, ce qui était dans 1 mois. Parce que ça marche dans les deux sens.
nous on peut quitter et on a un mois de délai, ou c'est le client qui donne fin et il y a un mois de délai aussi. Et sur un mois, c'est presque déjà difficile de trouver, c'est presque long. Sur 3 mois, ça relève de l'impossible. Donc il faut vraiment, vraiment bien préparer son départ, en parler aussi à son ESN. Ouais. Prévenir ne suffit pas forcément, c'est ce que j'avais fait, mais ça n'avait pas été compris, donc il faut l'exprimer clairement. Je connais qui ont fait la transition, et même pour les clients, ils n'ont même pas vu la différence. D'ailleurs, c'est l'ESN qui continue d'ailleurs de facturer le client, eux, changer de statut. C'est des accords, on est vraiment dans la gestion humaine, mais il faut vraiment préparer en amont pour y aller, puisqu'on arrive quand même dans un monde d'instabilité. Oui, c'est vrai. CDI, on est bien, on a une mission, on n'a pas de mission. Oui. On gagne peut-être moins, mais au moins on est sûr de, on a cette de ce qu'on a. sécurité-là. On a une certaine sécurité, effectivement, à la fin du mois, de savoir où on va, de savoir ce qu'on va avoir. Alors que si on est freelance, on n'a plus de mission. Si on est 6 mois sans rien, on est 6 mois sans revenu. Et donc, il faut bien le préparer. Et au-delà de s'y préparer en amont, d'après toi, quelles sont les compétences essentielles pour se lancer dans le freelancing ou dans l'indépendance? Parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus. D'après toi, avec ta vision aujourd'hui, quelles compétences sont essentielles? Adaptabilité, il faut vraiment s'adapter, se fondre. Parce que si on change de mission rapidement, on doit pouvoir se fondre dans n'importe quel collectif, n'importe quelle mission, apprendre vite. Il faut vraiment s'adapter. C'est pour moi la priorité numéro 1. Et puis s'apprêter à cette instabilité, à cette... Au changement. Au changement, c'est ça. Au changement, et puis à ne pas savoir ce que va être demain. Ouais. On peut avoir de la vision, on se dit je suis tranquille, c'est bien, je suis tranquille pour 3 ans. Ah oui, budget coupé, c'est mort. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Le budget est mort, c'est ça, on coupe les budgets, ça existe, au bout de 6 mois, on repart à zéro. Faut vraiment être prêt à tout et ne pas se brader. Ok. Et là, pour revenir un petit peu plus vers toi, là justement, on est dans tes locaux, si je puis dire. C'est un nouveau projet que tu as lancé. Est-ce que tu veux nous en parler? Exactement. Je pense que oui. Avec plaisir. Alors, parle-en-nous. Donc, le projet, c'est Podspace. C'est une franchise qu'on ouvre ici à Lille. On va ouvrir maintenant dans 2 semaines, début décembre. Et ce projet, c'est entre autres grâce au freelancing, justement, que je peux le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure sur mon parcours, après ESN, je suis passé en portage salarial avant de passer en société. Ouais. Ce portage salarial m'a permis d'avoir un salaire un peu plus élevé et donc d'avoir des droits au chômage aussi un petit peu plus élevés. Le système est fait que, peu importe ce qu'on en pense, quand on passe en société, on fait une rupture conventionnelle, on a droit à 2 ans de chômage. Donc on encaisse un peu du chiffre d'affaires dont on ne fait pas forcément grand-chose, on n'a pas besoin pour vivre. Et c'est grâce à ça que j'ai pu investir pour aller monter ces studios. Ok, trop bien. Donc sans être freelance, je n'aurais pas ces studios-là, ce projet ne verrait pas le jour. Et mon associé est exactement dans le même cas puisqu'on est 2 à les monter. Lui aussi est freelance et c'est vraiment ça qui nous permet de le faire, de lancer cette aventure. Et Podspace, c'est quoi du coup? C'est un studio de podcast vidéo. Donc on est là comme dans un décor ici. Alors, malheureusement, on n'a pas encore totalement tous les éléments. Sympa quand même le décor, sympa quand même. Merci. Et on est là, on se pose, on arrive, comme on est là aujourd'hui finalement. On s'installe dans ses fauteuils, dans le canapé. Et on discute. Là. Et on discute, on pose nos questions. Joris nous installe et puis fait la captation. Avec tout ça filmé en 4K. Et puis après, sous 48 heures, tu reçois ou tes rushs ou tout ce qui est monté en fonction de ton brief. Et pourquoi du coup ce projet-là? Est-ce que c'est parce que tu as toujours eu un attrait pour le podcast et l'enregistrement de manière générale? Pourquoi? Pas forcément en fait. Alors il y a 20 ans, presque 20 ans, j'ai monté ma première boîte et j'ai toujours eu un esprit entrepreneurial. L'envie de monter quelque chose. Et en société, avec cette trésor qui venait, j'avais envie d'en faire quelque chose. Parce que le freelance, c'est bien, c'est ce que c'est. Ça a quand même un côté risqué et un côté dangereux, c'est qu'on vend son temps. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, fin de projet, 6 mois sans rien et à 0 revenu. Je commence à prendre de l'âge, je me dis, j'ai aussi envie de faire quelque chose, en fait, où je m'amuse, de sympa, de valorisant. J'avais un enfant dont mon fils serait fier de moi. Ça joue aussi. C'est une source de motivation aussi. C'est une source de motivation aussi et quelque chose qui ne dépend pas de mon temps. Mmh. Et donc, je cherchais des choses, des idées. Je réfléchissais. Pour la petite histoire, par exemple, j'avais pensé à un trampo-parc.
Il y en a plein qui s'ouvrent par là, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Et puis sur les réseaux, comme ça, j'ai suivi donc James, un des cofondateurs de Podspace. Et puis j'ai découvert ce concept au tout début où il l'avait monté. Et ça fait, je crois que c'est en octobre l'année dernière, où j'ai contacté en direct en disant c'est génial ce que vous faites à Paris, j'adore ce concept, est-ce que ça vous intéresse de le développer à Lille? Ils étaient en train de monter le deuxième studio en même temps parisien, et j'ai pas eu de réponse tout de suite. Puis ils ont ouvert la franchise. Alors en plus j'ai même fait alerte opportunité, j'ai même partagé l'information, et je me suis dit mais je propose de le développer, pourquoi je postulerais pas? Ce serait complètement idiot. Ouais. Ah bah alors j'ai postulé. C'était une opportunité, clairement. Exactement. J'ai postulé et après des échanges avec James Eddy et deux cofondateurs, j'ai obtenu la franchise pour Lille. Et puis depuis, c'est recherche de locaux. Une fois qu'on les a trouvés, après, voilà, c'est tous les travaux, tout ce qui va avec, jusqu'à maintenant l'ouverture qui vient là. Donc on a signé, je crois, en février dernier, février ou mars. Donc c'est 8-9 mois de boulot. Ouais. Justement, il y a eu des défis dans ce lancement de projet, où finalement, est-ce que ça a été vraiment qu'une belle aventure, ou il y a eu, je pense... C'est les défis qui font la belle aventure. C'est ça. C'est ça qu'on retient, mais c'est vraiment la recherche de locaux qui était beaucoup plus dure que ce que je pensais. Oui, parce que vous êtes situé à Lille Centre, à côté de... On est à Lille Centre, on est juste à côté de Gare Lille-Flandre, entre la gare et la Grand Place. Ouais, ça c'est important de le dire quand même, parce que c'est très très bien situé. Donc ça c'est cool. C'est vrai, c'est super bien situé, on peut venir de n'importe où, on peut venir en métro, on peut venir en train, à pied, en voiture avec les parkings à côté, on vient vraiment comme on veut, c'est super bien situé. Et avant d'être situé ici, on a visité d'autres dans le Vieux-Lille, mais alors les caves, c'est Lille. Ouais. C'est ancien marais. Tout est humide, avec des caves qui avaient des poteaux énormes, on ne pouvait rien faire dedans, des plafonds bas. J'imagine. Voilà, avant de tomber ici, où tu as vu quand tu es monté, on adorait déjà en rentrant ce petit tapis rouge. C'est vrai que ça fait quand même très classe. Ouais, il y a quand même le tapis rouge pour les escaliers. Exactement. Ouais. Mais du coup, c'est du délai. Beaucoup de délai. Parce qu'on a ça fait presque... Ça fait pas 6 mois, ça fait 5 mois, je crois, qu'on a ces locaux quand même. Ah oui, donc ça fait 5 mois de travaux, du coup. Bah, pas tout à fait, parce qu'on avait quelqu'un pour faire les travaux, puis qui ne nous répond plus. Il faut retrouver quelqu'un, refaire des devis. Entre-temps, il y a l'été, les gens qui ne sont pas là, les gens qui viennent visiter, qui ne répondent pas. Il faut des gens qui soient sérieux. Ouais. Il faut trouver le mobilier une fois qu'ils ont été conçus par le franchiseur. Les décors, il faut trouver le mobilier, tout ce qui va bien. Et puis avec les mauvaises surprises, c'est aussi tout le coût que ça. Entre faire un mur, on se dit on a 10 000 balles de travaux, et puis finalement, en fait, on fait plafond, mur, sol. Oui, parce qu'au début, on pense toujours, on va faire juste ça et ça. Mais puis finalement, il y a d'autres choses qui se rajoutent dans la liste, non ? Bah, c'est ça, entre péter 3 murs et mettre une porte, ou tout casser jusqu'au plafond. Refaire le sol, la peinture, c'est... Exactement, avec le ragréage, avec tout ce qui va bien, plus un petit peu d'élec forcément, toujours dedans. Ça fait plus le même budget, ça fait plus le même délai. C'est vraiment un aboutissement. Et une fierté quand même d'être là. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ton nouveau bébé, quoi, si je peux dire. Exactement. Et justement, du coup, avec ce projet, est-ce que tu as des attentes ou du moins des objectifs ou une vision sur les années à venir ? Qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif sur ce projet, en fait ? Le premier, c'est d'atteindre la rentabilité rapidement. Oui. Ça, c'est forcément le premier. Après, c'est... Avec Merzouk, on s'est fait ça, donc Merzouk, mon associé, on s'est fait ça en mode défi. J'ai dit, allez, 2000 podcasts enregistrés la première année. Ok. Aujourd'hui, on va avoir 2 décors, mais on peut en louer qu'un seul à la fois. L'objectif, c'est de rapidement pouvoir, aussi rapidement que possible, faire 2 tournages en même temps. Dans la même journée ? Dans la même journée et dans les 2 décors. Oui, parce qu'il y a 2 décors, ça aussi important de le dire. Il y a 2 décors, c'est ça, 2 décors qui sont indépendants. Et puis j'espère avoir la même réussite à Lille qu'ils ont eu à Paris. Ouais. Même si Lille n'est pas Paris. Oui, mais Lille est quand même une ville avec beaucoup de trafic et dynamique. Il y a beaucoup de trafic et des grandes villes qui sont toutes proches. On a même du Dunkerque, Calais, Valenciennes, Douai, Arras. C'est pas très loin. Puis très bien desservi, le lieu aussi, je veux dire, c'est pas... Et on peut venir en plus en train. On arrive, on sort et hop, en 5 minutes on est là, on prend un café au passage ou on prend directement ici d'ailleurs. Et je peux te demander un petit peu la communication, comment est-ce que tu as fait pour communiquer là, ton nouveau projet pour attirer le plus de personnes ? Alors la communication, je m'appuie sur les process aussi du franchiseur, donc c'est via LinkedIn, c'est via Instagram, donc sur du Podspace Lille. Ouais. On a un compte dédié, le compte Podspace qui est national et un compte local dédié.
Ça va être du community management. Et là, on commence seulement à filmer. Donc, ça va être maintenant pouvoir partager des vidéos, des réels, des shorts sur différents réseaux. Ça va être aller voir avec la CCI et tout ce qui peut être sur du B2B essentiellement. Puisque tout ce qui peut être créateur de contenu est un vecteur, mais je suis persuadé que le B2B est un autre vecteur aussi et qui peut permettre aussi de fidéliser pour tout ce qui peut être sur du podcast interne ou externe, sur les RH, la marque employeur ou même de la formation. Et puis ce sera déjà pas mal. Il y a pas mal de choses à faire déjà rien qu'avec ça. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ce projet, en fait, il s'ouvre à plein d'axes différents, plein de nouvelles visions, et même ça peut toucher plein de monde qui a envie de faire des podcasts. Donc en soi, ça peut toucher. C'est prometteur, je veux dire. C'est un marché qui peut être très prometteur. C'est un marché en pleine explosion et qui, alors j'ai peur de dire des bêtises, je crois qu'il est estimé à 270 milliards d'ici à 2030 au niveau mondial. Ah ouais ? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. De plus en plus de personnes en plus écoutent des podcasts ou veulent en faire. Donc, écoute, regarde. Et puis comme le contenu, il y a quelques années, c'était le contenu écrit essentiellement qui est resté. Oui. Les usages changent, mais le contenu vidéo comme le contenu écrit, c'est quelque chose qui reste. Oui, parce que aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera toujours accessible. C'est ça. Même moi, j'adore écouter des podcasts parce que voilà, la vie, on est un petit peu à 10 000 à l'heure. Mais avec un podcast hop, dans les oreilles ou dans la voiture ou pendant qu'on fait le ménage ou pendant qu'on cuisine, voilà, le podcast, c'est hyper pratique, quoi. Donc, c'est pratique et puis ça a quelque chose que d'autres canaux n'ont pas, c'est cette authenticité. Oui, c'est le truc de discussion, justement. Exactement. Et d'intimité. T'as l'intimité, t'as toutes les émotions qu'on peut réussir à faire passer, qu'on partage, qu'on ne peut pas forcément ressentir sur d'autres choses. Quand on écrit, ça reste un média froid, l'écriture. Oui. Quand tu as déjà l'audition, c'est déjà bien. Exactement. L'audition, c'est déjà top quand tu l'as et quand tu rajoutes la vidéo avec. Oui, il y a ce truc en plus de vidéo où là, tu peux vraiment l'utiliser sur plein de canaux différents, plein de réseaux différents. Donc, carrément. Et écoute, déjà ça, j'espère que ce projet-là, il va bien aboutir et ça, je te souhaite vraiment que ça fonctionne. Et j'aime toujours finir mes interviews avec est-ce que tu as une dernière phrase, voilà, vraiment, comment est-ce que tu veux conclure cette interview ? Soit tu peux t'adresser à des personnes qui hésitent à se lancer dans un projet, du coup, un conseil que tu pourrais donner, ou alors juste renvoyer vers ton LinkedIn ou vers Podspace. Alors, podspacelille.com, effectivement. Important de le dire. Important de le dire. Et une chose aussi à dire, c'est qu'on ne regrette que ce qu'on ne fait pas. Je pense qu'on peut conclure. Donc, il faut se lancer. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée.